On va parler de l'une des conséquences du putsch avorté d'Evgeny Prigojine le 24 juin. Le patron de Wagner avait accepté d'ailleurs, forcé et contraint de rendre armes, et une partie des combattants d'ailleurs à l'armée régulière russe. Regardez ces images, ces choses faites. L'armée russe communique plutôt largement d'ailleurs ces dernières heures sur ce qui pourrait ressembler à une reddition, chars, canons, armes légères ou encore des mines, des munitions, qui d'ailleurs, contrairement aux armements tchétchènes, ont l'air totalement éculés et plutôt usagés. Alors, est-ce que ce volume est important outre ces images? Écoutez la réponse du porte-parole du ministère russe de la Défense. Les forces armées russes sont en train d'achever comme prévu la reprise des armes et du matériel militaire des unités du groupe Wagner. Plus de 2000 pièces d'armement, dont des centaines d'armes lourdes ont été remises. Des dizaines de pièces remises n'ont jamais été utilisées dans des conditions de combat. Plus de 2500 tonnes de munitions diverses et 20 000 armes légères ont également été remises. Didier, c'est un volume important. Vous nous disiez que c'était l'équivalent de ce que pourrait avoir une division. C'est à la louche, oui. Là, ils avaient dit 20 000 armes légères plus 2000. Une division chez nous, c'est 30 000 hommes. Mais voilà, donc on est à peu près sur un volume qui est... Si vous rapportez à la mobilisation de septembre dernier, où les Russes avaient mobilisé 300 000 hommes, vous êtes à 10% des effectifs de la mobilisation. C'est quand même pas rien pour tenir une partie de la ligne de front, pour une milice privée. Alors certes, tout ça a été donné par le ministère russe de la Défense. Hein, c'est pas... Alors, ce qui est intéressant, tombé du ciel. Mais, ce qui est intéressant, c'est ce que dit quand même le porte-parole. Oui, alors ça, c'est... Une grande partie n'a pas été utilisé. Si on se souvient également de ce qu'a dit Poutine aux Russes dans une conférence de presse en disant, en fait, le matériel Wagner, c'est nous qui le payons et Prigojine, il l'a pris dans la caisse. Voilà, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc ce matériel ne serait pas utilisé. Pourtant, le matériel, on va revoir les images, n'a pas l'air en grande forme. Mais ça veut dire que la chasse continue? La chasse continue et c'est le procès stalinien qui se met en place. Donc on va couler la réputation de Wagner, comme on essaye de couler la réputation de Prigojine. Matériel non utilisé, matériel usagé, traître. Bon, tout ça, ça me paraît. Les images, d'ailleurs, regardez les images, on a l'impression franchement d'un mauvais entretien. Non, mais pour du matériel, voilà, vous avez raison, pour du matériel qui n'a pas été utilisé. Voilà. Alors, il y a des caisses. Donc moi je pense que ça fait partie de la chasse aux sorcières et des purges, et de la politique du Kremlin de vengeance par rapport à Prigojine, et donc l'élimination de Wagner. Il y a rien de nouveau là-dessus dans la logique, quoi. Torniquet. Oui, ça répond certainement aux critiques, et là je pèse mes mots, que Prigojine adressait à l'armée quand il disait où sont les munitions. Donc là, l'armée communique à outrance en disant mais ils avaient des munitions mais ils ne les utilisaient pas. Mais ce qui est important quand même dans toute cette histoire, c'est que cette histoire a révélé l'incapacité, la faiblesse du régime. Personne n'a arrêté Wagner. Les troupes qui ont été censées arrêter Wagner ne l'ont pas fait. La population les a accueillis comme des libérateurs. On peut faire le parallèle avec le putsch contre Erdogan, où on peut penser ce qu'on veut de Erdogan, et on peut être très critique vis-à-vis de le président turc, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de Turcs qui sont sortis dans les rues pour le défendre. Ici, il n'y avait personne en Russie. Si Loukachenko n'était pas intervenu, certes à la demande du Kremlin, il aurait pu aller aussi loin possible. Donc ça a vraiment révélé la faiblesse extrême du régime, et surtout la faiblesse de Poutine, finalement. Est-ce qu'il est vraiment aux commandes? Didier François, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je crois que c'est la première fois, outre ces images, il y a quand même cette conférence de presse du porte-parole du ministère des Armées, que le Kremlin, que le pouvoir se permet de critiquer ou de laisser quand même le doute sur les capacités de Wagner à combattre. Parce que quand on dit qu'ils n'ont pas utilisé la plupart des armes, autant dire, c'était des lâches et ils nous ont raconté n'importe quoi. Alors c'est exact, c'est la première fois que c'est un officiel qui le dit. On avait déjà eu un reportage sur la libération de leur part, enfin je mets entre des gros guillemets, la libération de Mariupol, qui avait été, où en fait l'armée, un reportage qui avait été fait avec les militaires, mais qui était un reportage, donc pas quelque chose d'officiel, qui expliquait qu'en fait c'était vraiment l'armée qui avait libéré Mariupol, et pas du tout Wagner qui voilà, s'était fait un peu du vent sous la queue, comme on dit chez les militaires, en expliquant que c'était eux qui avaient conquis l'affaire. Donc, la campagne de discrédit militaire de Wagner a commencé, mais elle a commencé tard, parce que vous voyez que dans la préparation de sa mutinerie,
En revanche, comme le disait Tourniquet, dès le mois de mai, on a une campagne de dénigrement de l'armée russe, de son commandement mené tambour battant par Prigojine. Quasiment tous les jours. Mais avec qui commence quand même par la photo de Shoigu, ministre de la Défense, et de Gerasimov, chef d'état-major, qui servent de cible à l'entraînement des mercenaires de Wagner. Donc on est quand même dans du lourd. Et avec Poutine, qui, quand les deux autres disent « mais enfin, on peut peut-être répondre », leur a dit « canard ». Les mecs, ils n'ont même pas ils n'ont pas eu le droit de répondre. Donc, on voit bien que il va falloir quand même un peu de temps pour revenir sur l'affaire. Et puis, l'air de rien, Bakhmout, c'est ce que c'est, mais c'est la seule victoire, entre guillemets, russe de toute la campagne d'hiver. Et donc, ça va être un peu compliqué de revenir sur l'histoire. Donc, ils vont ramer, ils ont commencé. Après, ça ne les dérange pas. Et si Wagner avait fait des émules, on vous prend pour preuve cette histoire qui est arrivée à un de ses généraux chargés des opérations dans la région d'Orikhiv. Il s'est fait limoger parce qu'il avait émis des critiques, alors non pas publiquement, mais en interne. C'est une première, Benjamin Cruard, ça, en 18 mois de guerre. En tout cas, ça y ressemble. Oui, cet homme est très remonté, le général Popov, Ivan Popov, commandant de la 58e armée interarmes, qui, en ce moment, combat dans une zone très importante de la contre-offensive, la région d'Orikhiv, où les Ukrainiens sont particulièrement actifs. Et donc, ce qu'on a appris par un message audio, ce qui est inédit pour un général depuis le début de ce conflit, qu'il a été démis de ses fonctions parce qu'il estime avoir dit la vérité à ses supérieurs. Écoutez. En votre nom et au nom de tous nos camarades morts au combat, je n'avais pas le droit de mentir. Alors j'ai listé tous les problèmes qui existent. Le manque de tirs de contre-batterie, le manque de moyens de reconnaissance, les pertes massives et les blessés provoqués par l'artillerie ennemie. Je l'ai exprimé de manière directe. À cause de cela, la hiérarchie a sans doute vu en moi un danger et instantanément, en une journée, ils ont donné leurs ordres. Le ministère de la Défense m'a retiré le commandement et s'est débarrassé de moi. Le ton en moins peut-être et les insultes aussi, Benjamin, ça ressemble quand même à du Prigojine. Là, on a un parallèle sur le diagnostic, mais vous allez voir qu'il y a un parallèle aussi sur les responsabilités. Il cible exactement les mêmes personnes, le général Popov, écoutez-le. Comme beaucoup de commandants de régiments ou divisions l'ont déjà dit, les Ukrainiens ne sont pas parvenus à percer nos lignes sur le front. Mais nous avons été frappés dans le dos par notre propre commandement en chef, trahissant notre armée, la décapitant bassement dans la période la plus difficile. C'est quasiment le même vocable que Prigojine pour le duo Shoigu-Gerasimov. Vous voyez que même si la mutinerie de Wagner a été stoppée, bien, cette fois c'est dans l'armée régulière russe que l'opposition se fait publique. Surtout qu'on voit que ce député nationaliste de la Douma, qui s'appelle Grouiliev, qui est très présent sur les plateaux télé, a partagé le message. Donc ça alimente le débat public dans un moment où on revoit aussi ces vidéos de mobilisés sur le front qui dénoncent précisément ce qu'a dénoncé le général Popov. Donc vous voyez que sur le front, certes ça tient côté russe, mais il y a quand même beaucoup de tensions. Merci beaucoup, Benjamin. Il est utile de préciser que ce général Popov, c'est pas n'importe qui. Je regardais un peu son pédigré. Il a 48 ans. Il a participé à la deuxième bataille, par exemple, de Tchétchénie, combattu en Georgie. Ça vient de très haut, quand même. Ouais. C'était une étoile montante de l'armée russe. Il a été nommé général assez jeune et c'est un bon combattant. Il commandait la 58e armée, qui est quand même celle qui avait fait les meilleurs résultats au début de l'offensive, avec la prise de Kherson. Il remontait depuis la Crimée. Oui, c'est ça qui est la grosse différence avec Prigojine. Et c'est, je pense, ce qui explique toute la difficulté qu'a Vladimir Poutine aujourd'hui et dans sa négociation en cours encore avec les chefs de Wagner et de Prigojine, et Prigojine lui-même au Kremlin. Les négociations ne sont pas terminées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que derrière les revendications que portait Prigojine soient partagées par une grande partie des armées et que c'est ça qu'ils essayent de freiner l'hémorragie. Ils n'y arrivent pas. D'où la méfiance d'ailleurs du Kremlin vis-à-vis de l'armée. C'est ce qu'on en avait déjà parlé sur ce plateau. Le point central pour Poutine, c'est de rassurer, renouer avec l'armée et que Prigojine ne soit pas le début d'un jeu de domino qui le mette en péril. C'est l'armée véritablement qui va être l'arbitre de la fin du régime ou d'une transition de régime en Russie. Et là, franchement, Poutine a quelque chose d'assez instable et ça va être très difficile parce que si celui-ci s'est exprimé, d'autres peuvent s'exprimer. Et c'est pour ça que peut-être que les Américains disent aussi, attention, Anthony Blinken dit la rébellion Prigojine, elle continue encore aujourd'hui, c'est peut-être pas fini. Elle continue, elle est passée dans les mentalités, elle est passée dans l'armée, et maintenant,
Le problème de Poutine, c'est de reprendre en main cette armée. Et on sait que les grands changements en Russie sont toujours passés ou par les services de renseignement ou par l'armée. On se retrouve dans quelques instants. On parlera de la réponse du Kremlin, en tout cas du ministre des Affaires étrangères russe, à la livraison de F-16, autre ligne rouge. On va parler de nucléaire.